heures, les amis. 18h26, roulement de tambour. On a une étude qui est sortie aujourd'hui et moi, ça a attiré mon attention parce que tu parlais du printemps érable tout à l'heure, là, cette étudiante là, au nom composé de 22 noms oui. qui va poursuivre la Sûreté du Québec pour brutalité policière, force excessive. Alors, on se souvient comment nous, comme société, on a été traumatisés par cette gang-là, hein, qui avait pris la rue. Alors, Pierre Roy et Associés, syndic de faillite, entre autres, gestion de finances et tout ça, a publié un sondage, c'est le premier sondage sur les finances étudiantes du Québec, parce qu'il s'est dit bien des affaires hein, pendant le débat. Hein, ils ont tous leur iPhone, leur téléphone, les cartes de crédit. Comment ça se fait qu'un étudiant a une carte de crédit? T'es supposé être pauvre, toi. T'as pas accès à une carte de crédit. Je t'annonce qu'il y a beaucoup de pauvres qui ont des cartes de crédit. Ça te permet justement d'acheter des affaires. Exactement. Puis on pèle en avant. Alors, il y a des chiffres qui ont été rendus publics et on a en entrevue immédiatement la vice-présidente chez Pierre Roy et Associés, Mme Guylaine Houle. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors là, faites-nous part un peu des données parce qu'il y a eu beaucoup de préjugés, à tort ou à raison, préjugés, ça vaut ce que ça vaut, concernant les étudiants. Ils travaillent pas, ils s'endettent, c'est quoi la dette, pourquoi, carte de crédit et quoi. Vous avez fait un portrait, expliquez-nous un peu la méthode. C'est ça. Donc, dans le fond, on a contacté les étudiants par les médias sociaux et nous avons contacté en fin de compte 123 participants au sondage qui a été fait entre le 29 octobre et le 5 novembre 2013. OK, donc c'est tout récent. C'est tout récent et les participants provenaient là, de toutes les universités du Québec. Donc, on parle de l'Université de Montréal, l'UQAM, Concordia, McGill, l'Université Laval et l'Université de Sherbrooke. Donc, tous les étudiants, toutes les universités étaient représentées dans ce sondage. Je pense que ce qui est important de se rappeler, vous parliez de préjugés il y a quelques minutes, c'est certain que les préjugés, on les a tous et elles ont la valeur qu'on veut bien leur attribuer à titre de société ou à titre d'individu. Mais comme vous disiez si bien à votre collègue, avoir une carte de crédit, on peut être pauvre, riche ou de classe moyenne, pratiquement tous les gens dans notre société peuvent avoir accès à une carte de crédit. Donc, la carte de crédit n'est pas nécessairement quelque chose qui est privilégié au risque, comme on aurait peut-être pu penser au tout début là, de l'historique des cartes de crédit. Oui. Mais pour revenir à notre sondage, 47% des participants croient qu'ils vont pouvoir compléter leurs études sans avoir recours au crédit. Mais 21% déclarent que ce sera impossible et 32% des participants sont divisés sur le sujet. Dans le fond, ils ne savent pas trop si oui ou non, lorsqu'ils vont avoir terminé leurs études, ils vont avoir un certain endettement. Il est certain que les étudiants qui sont endettés s'endettent de beaucoup. Et ce que le sondage démontre, c'est que 13% des participants, des étudiants qui ont répondu au sondage, indiquent qu'ils doivent actuellement plus de 20 000 $ et approximativement 3% et demi planifient de voir plus de 50 000 $ lorsqu'ils auront terminé leurs études. C'est énorme. Non, mais là, écoutez, là, ça veut dire, vous me corrigerez là, si je suis dans le champ, là, je n'ai pas les chiffres et je ne suis pas un spécialiste, ça veut dire que le régime de prêts et bourses ou l'aide donnée par les parents s'ils ne sont pas admissibles au régime, ça veut dire que ça ne suffit pas à assurer leur train de vie, là. Non, c'est certain. Et je pense que si on calcule, parce que j'ai tout récemment une jeune fille là, qui est à l'université depuis septembre, quand on calcule, et c'est certain que les frais d'enregistrement et tout, quand on les compare au reste du pays, c'est excessivement bas. Mais si on n'a aucun revenu, bien ça fait une dette. Et on parle peut-être avec les frais d'enregistrement et les livres d'une somme de 5 000 $ par année. Donc, si tu ne vis pas à la maison chez tes parents ou si tu ne partages pas tes dépenses de loyer et que tu as tout simplement un petit emploi à temps partiel, c'est impossible de ne pas s'endetter. Donc, il y a un no man's land. Admettons, je suis dépendant de mes parents, mais je ne vis pas chez mes parents. Mes parents ne payent pas pour moi, alors je fall ball parce que je ne suis pas admissible aux prêts et bourses.
Exactement. Il y a aussi le grand, peut-être aussi, c'est difficile à déterminer, mais les enfants qui veulent quitter la maison, oui. ou qui sont forcés de quitter la maison. Pour toutes sortes de raisons. Ils se retrouvent dans des situations, mais c'est certain que pour améliorer leur vie future, ils doivent continuer leurs études, mais pour continuer les études, ils doivent s'endetter. Oui, mais dans votre sondage, là, je ne sais pas si on a pu le vérifier. Tu sais, on dit, bon, il a fallu que je m'endette, carte de crédit, tel pourcentage et tout ça. Est-ce qu'on a eu accès à leur type de dépenses? Bon, je vais au restaurant, mettons une fois par semaine. Mon joint, bon, le pot, ça me coûte tant par semaine. Tu sais, est-ce que c'était franc comme ça? Parce que quand on mène une vie d'étudiant, là, on se fait du fun aussi. C'est pas au monastère, là. On boit de la bière. Du moins, on espère. On espère que c'est pas nécessairement le monastère. Ouais. Mais non, tristement, notre sondage, ce qu'il a révélé, par contre, c'est que les étudiants vont financer leurs dépenses personnelles, telles la nourriture, les vêtements, les loisirs, là, tout ce qu'on pourrait penser, à même leur emploi à temps partiel. Donc ça, ils sont capables de le financer à même leur travail. Mais c'est toutes les autres dépenses. Qui semblent avoir beaucoup de difficultés à payer là, tristement, et c'est là qu'ils ont besoin d'obtenir du financement, de l'aide financière, que ce soit de leurs parents ou de prêts étudiants ou de carte de crédit. Moi, là, dans votre communiqué de presse, je trouvais ça fabuleux, cette étude-là. Puis, vers la fin, là, il y a un paragraphe, je vais vous en lire un extrait. J'étais au volant, je lisais ça, je devrais pas le dire en public, mais je lisais ça au volant, j'ai failli pogner le champ. Écoutez bien ça. Finalement, au niveau des revenus, plus de la moitié des étudiants, donc 55,26%, espèrent gagner entre 40 et 50 000 annuellement suite à leurs études. Hey, mais pour qui ils se prennent, eux autres? Exactement. Et ça, c'est la tristesse. Mais c'est les jeunes, je suis certaine que vous êtes toujours jeunes, mais si on n'est pas aussi jeune qu'on l'a été dans le passé, on se souvient que quand on était jeune, on est rempli d'espoir. Oui. Et on voit la vie. En général, je veux pas dire tout le monde, mais en général, plus on est jeune, plus on voit la vie d'un œil excessivement positif. Et la réponse à cette question, combien vous pensez gagner dans le futur, démontre vraiment ça. Parce oui, que mais c'est clairement, pas en réalité, là. C'est pas en réalité. Exactement. Parce que moi, là, je vais vous donner l'anecdote, c'était en 80, je parle comme un vieux, dans mon temps, en 94, j'avais une maîtrise d'une université américaine. J'étais finissant, j'ai été choisi pour aller à l'Assemblée nationale. Ma première job à vie. Dans le bureau de Jean Garon. Savez-vous comment j'étais payé sur le payroll de l'Assemblée nationale, ma première job? Avec une maîtrise américaine, là. Puis mon droit, 14 500 $ par année. C'est assez fort pour vous, ça? Alors moi, quand je vois des chiffres de même, là, ces jeunes-là veulent pas manger de la misère dans la vie, là. Ils ont vraiment une lunette rose. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et je pense que ça, c'est un point que le sondage a très bien démontré. C'est que les jeunes n'ont pas une vie ou un point de vue qui est réaliste. Et possiblement, c'est notre faute, nous, à titre de parents, surtout si on les a élevés dans un environnement qui était un peu plus privilégié que nous, on a été élevés par nos parents. Bien, eux, ils s'imaginent que c'est comme ça. C'est ça leur réalité. Mais tristement, la vraie réalité que vous et moi connaissons, c'est qu'ils ne feront pas entre 40 et 50 000 $, ou du moins très peu d'entre eux le feront lorsqu'ils vont graduer. Bon, en terminant, parce que chez Pierre Roy et Associés, bon, c'est pas juste en dernier recours, je fais faillite puis je suis dans le trou. Là, vous faites de la restructuration, vous aidez les gens à mettre un peu de l'ordre. Quand on a un étudiant qui arrive chez vous, là, est-ce qu'il y a une tendance généralisée à dire, ben là, écoute, il va falloir que tu arrêtes de dépenser. Il y a des dépenses de luxe que tu peux plus te payer. Là, le iPhone 5S, là, regarde, oublie ça. Est-ce que on vit dans un autre monde là, quand les étudiants arrivent à la gorge puis ils n'en peuvent plus. Là. Je sais qu'on peut pas généraliser, là, il y a du cas par cas, mais en général. Là. Moi, je vous dirais en général, non. Ce qui a été dit dans la publicité lors de la crise étudiante, c'est une chose, mais les gens que nous, on voit chez Pierre Roy et Associés, vraiment, ce ne sont pas des gens qui ont des iPhone 5S et qui ont tous ces luxes-là. Ce que je vous dirais, c'est que ce sont des gens qui sont vraiment pauvres, qui sont vraiment à court d'argent. Ces gens-là, on les aide, on tente de remanier le budget, on tente de les aider à couper les coûts
les dépenses, mais dans la majorité des cas, ces gens-là sont vraiment des gens pauvres qui ont besoin d'avoir un soulagement au niveau de leur taux d'endettement. Et beaucoup d'entre eux vont abandonner leurs études pour peut-être prendre une année ou deux dans un milieu de travail et essayer d'avoir de l'épargne pour pouvoir retourner pour terminer leurs études. Donc, mais ce qui est important de se rappeler, c'est qu'il y a toujours une solution à tous les problèmes. Et de consulter un professionnel, chaque personne devrait le faire s'il voit qu'ils ont un problème. Et au niveau des difficultés financières, on peut les aider et tenter de trouver des solutions qui vont les aider à améliorer leur vie financière. Ben oui, avant de se ramasser en faillite, il n'y a pas de honte à aller consulter un syndic. D'ailleurs, ça fait partie de votre mandat. Exactement, et consulter tôt offre beaucoup plus d'options que si on consulte à la fin quand il y a vraiment les options sont excessivement limitées. Ben, Madame Houle, merci beaucoup. Mais je vous remercie. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Alors, c'est Guylaine Houle qui est vice-présidente chez Pierre Roy et Associés. Tu sais, les gens sont gênés à dire hey, c'est pas des farces, il faut que j'aille voir un syndic de faillite. Ouais, ça doit être. Oui, c'est sûr que c'est super gênant, là. Mais au contraire, si tu y vas, comme a dit d'avance, ils vont t'aider à mettre de l'ordre dans ta vie, dans tes papiers. Oui. Des fois, je suis un petit coup de pied dans le cul. Oui, c'est un peu comme les ACEF, c'est un peu le même genre. Tu sais, des fois, il y en a qui vont voir les ACEF, là, peux-tu m'aider, j'en peux plus. Même affaire. Il n'y a pas de gêne à consulter. Le problème, c'est de voir la faillite ou comme une solution, parce qu'il y en a plusieurs. C'est pas. Ouais, nous, ça, c'est à l'autre opposé. On le voit comme une limite, là, dernier recours, dernière possibilité. Par contre, je constate, pour avoir des étudiants dans mon environnement, que pour eux, pas tous, là, mais ça fait partie des solutions, comme aller emprunter, comme demander 100 piastres aux parents. J'ai oublié mon compte. On se fait avorter. J'ai des détails sur... tu te demandais tantôt pour combien poursuivait cette étudiante la Sûreté du Québec pour avoir été blessée lors d'une manifestation. Finalement, c'est 220 000. OK, mais elle a été blessée à quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Elle a reçu un projectile au visage alors qu'elle